Nous voulons dire bonjour à Ami Hazel, ancien responsable du Shin Bet. Ami, bonsoir à toi. Shabbat Shalom. Bonsoir Amido. Bonsoir à mes amis. Amis, parlons de l'Iran au lendemain de la guerre. Les Iraniens montrent des signes de pression, de détresse, avec les arrestations que nous voyons de membres de la communauté juive, de rabbins et de hauts responsables. Dans quelle mesure cela est-il fondé au niveau du renseignement? Ou bien les Iraniens tirent-ils actuellement dans toutes les directions? Écoute, c'est peut-être juste un symptôme de ce que nous voyons en Iran, mais quand on dit qu'ils perdent leur sang-froid, il faut être très prudent. Au final, les guerres, et surtout au Moyen-Orient, se terminent ou sont perçues sur la base de la conscience collective. C'est-à-dire que les faits n'ont aucune importance, ce qui compte, c'est la conscience et la perception de la réalité, pas la réalité elle-même. Et donc, lorsque les Iraniens font des déclarations selon lesquelles ils ont gagné, qu'ils nous ont en fait soumis, qu'ils ont soumis les Américains, et que c'est en fait le récit qu'ils transmettent à leur population, ajoutent à cela les arrestations, la démonstration de force qu'ils affichent dans les rues, ils se sentent probablement au sommet du monde de leur point de vue, et peu importe du tout ce que sont les faits. Si, pour nous, les faits sont que nous avons réussi à mener des opérations militaires dont on parlera encore pendant de nombreuses années d'un point de vue historique, cela, les Iraniens n'en ont vraiment rien à faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les Iraniens ni seulement le public iranien, mais tout le Moyen-Orient. Au final, nous devons sortir de cette opération de ces 12 jours, de tout ce qui s'est passé avec, dans la conscience du Moyen-Orient, l'idée qu'il y a eu ici une défaite des Iraniens. Et pour l'instant, je ne le vois pas. Oui, et vraiment, quand on parle, comme on dit, strictement sur le plan militaire, du coup dur porté aux installations nucléaires iraniennes, dans quelle mesure pouvons-nous vraiment savoir à quel point le dommage est profond et significatif? Nous avons entendu Trump, comme on dit, lâcher cette information de renseignement, à savoir que peut-être des forces israéliennes sont entrées dans la zone de Fordo, en Iran, après l'attaque. Pouvons-nous vraiment savoir à quel point les dégâts sont profonds et significatifs? Oui, tu vois, Ido, il y a ici un point qui est très important. Lorsque nous avons lancé l'opération, et d'ailleurs cela apparaît aussi aujourd'hui dans la déclaration de l'armée concernant les objectifs de l'opération, il était clair pour nous que les gars étaient littéralement sur le point, que la situation du nucléaire iranien était vraiment une question de quelques jours, voire de quelques semaines, avant qu'ils n'obtiennent une bombe nucléaire. C'est-à-dire, cette menace immédiate, nous devions la neutraliser. Et quand j'entends l'armée dire « nous avons lancé l'opération en fait pour contrecarrer la menace nucléaire iranienne », eh bien ce n'est pas l'objectif, parce que la menace nucléaire iranienne, c'est quelque chose qui, à long terme, va probablement rester avec nous encore longtemps et pour l'avenir. Ce que nous avons réussi à faire, c'est à le contrecarrer sur le plan immédiat, et c'est quelque chose de temporaire. C'est pourquoi, lorsque nous regardons les résultats spectaculaires de l'opération, nous pouvons affirmer avec certitude qu'à ce moment précis, il n'y a pas de menace existentielle sur l'État d'Israël de la part des Iraniens, du moins pas sur le plan nucléaire. Maintenant, regardons l'autre menace, qui est la menace des missiles, la menace balistique. Là aussi, nous avons peut-être neutralisé la moitié de leur capacité à agir, mais nous avons vu exactement ce qu'un seul missile iranien peut faire chez nous et combien de dégâts il cause. C'est pourquoi je pense que cette menace n'a pas encore été complètement éliminée. En fin de compte, nous parlons aussi de la question du régime iranien. Et nous comprenons que nous devons nous occuper non seulement des capacités, mais aussi des intentions ou des directives. Et les intentions restent toujours de détruire l'État d'Israël. Les objectifs restent toujours de détruire l'État d'Israël et même au-delà. Les Iraniens disent maintenant « nous ne sommes plus soumis à la surveillance internationale ». Nous faisons sortir la commission de surveillance internationale du pays et nous ferons ce que nous voulons en avançant vers la bombe nucléaire. C'est leur déclaration. C'est pourquoi je pense que, même si nous avons temporairement éradiqué de manière significative la menace, alors que l'épée était sur notre cou et que c'était une action inévitable, car il n'y a actuellement aucune menace nucléaire contre l'État d'Israël, nous ne devons pas sombrer dans l'euphorie et devons rester rationnels.
Nous devons rester rationnels ici et continuer, bien sûr, à éliminer toutes les capacités. Et ici, le point est vraiment crucial concernant ce qui va se passer avec les États-Unis. Les Américains doivent, dans les négociations avec les Iraniens, parvenir à un accord draconien, un accord avec des lignes rouges très claires sur ce qui leur est permis et ce qui leur est interdit. Je peux te dire avec certitude que ce ne sera pas facile face aux Iraniens, certainement pas comme ils essaient de le présenter en ce moment. Absolument, et on entend déjà Trump dire « Je veux parvenir à un accord avec l'Iran, même leur permettre d'enrichir de l'uranium dans une certaine mesure, mais ça va certainement être intéressant. Amis, nous sommes déjà. » Au 3e jour après la guerre, tous les regards sont de nouveau tournés, d'un côté, vers la bande de Gaza avec les grandes questions. Est-ce qu'on termine les combats là-bas? Comment et quand? Évidemment sur fond de volonté de ramener tous nos otages, mais aussi avec les rumeurs d'un grand accord qui se trame ici, la publication d'Ariel Kana dans Israël Hayom. Jusqu'à quel point l'étreinte de l'ours de Trump peut-elle aussi représenter une menace pour nous? Nous avons déjà vu que cette étreinte de l'ours, d'abord, était nécessaire parce que nous avons besoin de l'ours. Nous avons besoin de l'ours américain, il n'y a pas le choix, nous devons être sous sa protection et nous avons besoin d'une bonne relation avec lui. Je pense que Benjamin Netanyahou a eu raison de créer cette bonne relation avec lui. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé ici? Et si on regarde un instant la question de l'Iran, je vais faire le lien avec la question de la bande de Gaza. Dès que les Américains sont intervenus de manière offensive, ils ont pris les rênes en main, et dès que les rênes sont entre les mains de Trump, il a immédiatement annoncé un cessez-le-feu, pas forcément au moment qui nous convenait, car nous ne connaissions pas encore les Iraniens, nous n'avions pas encore changé le régime là-bas, et nous n'avions pas encore donné d'espoir au peuple iranien qu'il pouvait descendre dans la rue, et cela n'est toujours pas arrivé. C'est pourquoi je dis aussi, en ce qui concerne la bande de Gaza, que lorsque nous entendons aujourd'hui Trump se précipiter pour conclure une sorte d'accord à Gaza, je crains que les intérêts israéliens évidents ne soient pas ceux qui le guideront, et c'est pourquoi je crains aussi que nous ayons beaucoup de travail, au moins diplomatique, en coulisses, pour convaincre Trump d'amener la situation à Gaza, lors des négociations, à respecter nos lignes rouges. Nous entendons déjà au sein du cabinet et du gouvernement toutes sortes de sons différents concernant la question de savoir si nous sommes prêts, d'une manière ou d'une autre, à permettre au Hamas de continuer à exister à Gaza, alors qu'en toile de fond, il y a aussi les Saoudiens qui sont censés fournir une sorte de garantie ou d'assurance, et notre public est également très préoccupé par cela. Ici, je proposerais peut-être de regarder les choses un peu différemment. Ici, bien sûr, au niveau stratégique, pas nécessairement parce que nous y croyons, mais pour établir une sorte de distinction entre le Hamas politique et le Hamas militaire. Nous savons que le Hamas a déjà utilisé ce récit par le passé. Ils ont dit « Nous sommes le Hamas politique et, en fait, nous n'interférons pas avec l'armée et nous n'avons pas de branche militaire. » Bien sûr, sous la surface, nous savions tous que c'était le Hamas, avec sa branche militaire, qui agissait sur le terrain. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est possible de faire cette distinction. Lorsque nous négocions avec le Hamas à l'étranger, il s'agit du Hamas politique. Avec eux, nous pouvons parvenir à une situation où nous désarmons le Hamas, où la branche militaire est démantelée et où nous pouvons assurer la sécurité dans la bande. Et selon toi, avons-nous le droit de laisser un tel Hamas politique exister? Nous parlons d'une guerre totale. Cela signifie que cela devient notre point de départ lorsque nous venons aujourd'hui avec les Américains qui voudront tout faire pour parvenir à des négociations avec un accord afin que cet accord ne soit pas mauvais pour nous, mais le moins mauvais possible. C'est vraiment intéressant, ami Assa. Merci beaucoup pour ces propos. Merci. Merci beaucoup et Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom, bien sûr.